Bonjour à tous. On va attaquer la dernière partie de cette journée qui porte sur les infections et leur lien avec l'insuffisance cardiaque. Moi, je m'appelle Anne-Iris Lemaitre, je suis cardiologue à l'hôpital de Périgueux, ancienne assistante d'ici, de chez Pierre Dos Santos. Et je suis ravie d'avoir pu préparer ce talk aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir osé de le faire. Alors, donc, vous le savez, on le sait depuis longtemps, il y a un lien fort entre les infections et l'entité insuffisance cardiaque. Ce qu'on a tous appris pendant notre externat, notre internat, c'est que le fait de faire une infection peut être un facteur déclenchant d'une décompensation cardiaque. C'est quelque chose qu'on a tous expérimenté en pratique et qui est assez simple à comprendre. Pourquoi ? Parce que dans l'infection, il y a de l'inflammation, il y a de l'hyperdébit, il y a des lésions micro-ischémiques, de la dysfonction endothéliale, des lésions myocardiques potentiellement. Ça favorise les passages en FA. Tout ça, ça peut faire le lit des décompensations cardiaques et c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. En revanche, ce qui était un petit peu moins évident pour moi, c'est de me dire que le patient insuffisant cardiaque est aussi plus à risque de faire des infections, ce qui n'est pas forcément instinctif. Alors, pourquoi il fait plus d'infections ? Déjà, c'est quelqu'un qui bouge moins en général. Donc, va y avoir en plus, il y a de la congestion pulmonaire, donc la clairance bactérienne pulmonaire va être moins bien faite. Il va y avoir plus de macération potentiellement pour ce qui concerne les infections urinaires. L'œdème pulmonaire va faire qu'il y a moins peut-être de défense immunitaire locale également, et puis un degré d'immunodépression un peu global chez ces patients-là. Alors, est-ce que, vous connaissez tous l'histoire classique du patient insuffisant cardiaque, et c'est une slide que vous avez déjà vue 1 million de fois probablement. L'histoire naturelle, c'est qu'on a un premier épisode de décompensation cardiaque qui fait découvrir la pathologie, puis cette phase de lune de miel, puis après, on va faire des décompensations cardiaques répétées qui vont s'accélérer au fil de l'eau. Et puis, on va descendre des marches qu'on ne remonte jamais tout à fait. C'est le moment où on a les dégâts sur les organes cibles. Et donc, l'objectif de nos traitements, c'est d'éviter de se retrouver dans cette phase de désescalade. Et on nous dit bien qu'à chaque fois qu'il y a une décompensation cardiaque, il est primordial de traiter le facteur déclenchant sous peine de récidive rapide. Et donc, on va redescendre une marche qu'on ne remontera pas. Les facteurs favorisants, donc, vous les connaissez, le non-respect des règles hygiéno-diététiques, les erreurs de traitement, les SCA, etc., etc. Et les infections en font partie, donc il faut absolument s'occuper de ces facteurs favorisants. Donc je vous propose, ça va être surtout de l'observationnel qu'on va balayer au cours de ce topo, puisque bien sûr il n'y a pas d'essais cliniques randomisés sur les infections dans ce domaine. On en parlera un tout petit peu à la fin. Et donc on va partir déjà d'un registre qui date d'il y a plus de 15 ans, qui s'appelle Optimize-HF, qui est un registre américain. 48 000 patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque dans le début des années 2000, dans plus de 250 hôpitaux. Certains étaient obèses. Âge moyen 73 ans, la moitié de femmes. Une FE quand même plutôt altérée puisqu'on est sur 39% en moyenne. Ils ont regardé tous les triggers de ces décompensations cardiaques et arrivent en tête de liste l'infection respiratoire. Vous allez voir, on va beaucoup parler de la pneumonie en fait dans ce topo puisque c'est ce qui est le mieux documenté. Je vous parlerai un tout petit peu du reste. Donc là, on se dit, c'était il y a 15 ans. Est-ce qu'on s'est amélioré ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce qu'on fait moins d'infections respiratoires aujourd'hui quand on est insuffisant cardiaque ? C'est ce qu'on va voir aussi. Donc voilà, premier trigger chez ces patients pour une décompensation cardiaque. Et en plus, on voit quoi ? Que c'est des durées de séjour significativement plus longues. Et ces patients ont la mortalité intra-hospitalière la plus élevée par rapport aux autres facteurs déclenchants. Donc là, on se dit, il faut vraiment s'en occuper. Une autre étude intéressante, parue en 2016, sur des cohortes, grosse cohorte américaine, 99 000 patients, c'est de l'observationnel là encore, hospitalisés pour insuffisance cardiaque, donc là on est sur des patients hospitaliers, entre 2005 et 2013, dans plus de 300 hôpitaux américains, âge moyen 73 ans encore, c'est le même genre de population, la moitié de femmes, FEVG en moyenne 39%. Et là, ils ont un peu regardé aussi en fonction de la FEVG. Donc on avait dans cette étude 49 000 FE basses, 38 000 FE préservées et 12 000 FE borderline, comme ils disent, c'est-à-dire modérément altérées. Et ils ont identifié les facteurs de décompensation, ils en ont trouvé chez 80% de ces patients-là, puis les 20% qui n'étaient pas identifiés. Ils ont enlevé tous les patients chez qui il n'y avait pas de FE documenté, et puis ils ont regardé les facteurs favorisant les décompensations cardiaques, les fameux triggers. Et qu'est-ce qu'on voit encore ? L'infection respiratoire, c'est le premier trigger pour une décompensation cardiaque qui va être hospitalisée. Ça représente 28% si on regarde toutes les FE confondues.
Mais en fait, si on regarde sur chaque FEVG, ça reste le facteur de décompensation principal. Juste après, on a l'arythmie. Qu'est-ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là encore, c'est des durées d'hospitalisation qui sont significativement plus longues, avec un odds ratio à 1,3, et une mortalité intra-hospitalière qui est significativement plus élevée chez ces patients-là. À l'inverse, quelqu'un qui va être hospitalisé parce qu'il a fait un écart de règles gynédiététiques ou parce qu'il a eu la fameuse HTA non contrôlée, ben en fait, ces patients-là, ils ont des durées d'hospitalisation qui sont plus courtes et ils meurent significativement moins. Donc on se dit quand même que la pneumopathie, ça n'a pas l'air d'être anodin. Une autre étude que je trouvais assez sympa qui reporte sur 2 registres qui sont un petit peu plus anciens, 2 registres américains. Le premier CHS qui était environ 5000 patients, le deuxième ARIC qui comprenait environ 15 000 patients. Voilà, c'est des cohortes en fait, qu'ils ont suivies jusqu'en 2010. Et en fait, ils n'ont pas fusionné les cohortes dans cette étude parce qu'elles étaient un petit peu différentes, mais par contre, ils ont pris tous les patients qui avaient fait une pneumopathie dans cette cohorte et ils leur ont appareillé 2 témoins qui n'ont pas fait de pneumopathie. Et, ils les ont ajustés sur de nombreux critères, le tabac, l'HTL, la dyslipidémie, le diabète, etc. Et puis ils ont regardé ce qui se passait pour ces patients. Donc quand on fait une pneumopathie, dans les 30 premiers jours, on a 4 fois plus de risque de faire un événement cardiovasculaire que quand on n'a pas fait de pneumopathie. Donc c'est assez bluffant, je trouve, pour ma part. Donc déjà, on va dire dans le premier mois, on devient à très haut risque cardiovasculaire quand on fait une pneumopathie. Et en plus, ce risque, on voit qu'il perdure au fil des années, c'est-à-dire que 10 ans après ma pneumopathie, j'ai presque 2 fois plus de risque de présenter un événement cardiovasculaire qui est infarctus du myocarde, AVC ou décès de cause coronarienne. Ils ont fait ce parallèle qui est vraiment amusant, je trouve, d'évaluer le profil de risque cardiovasculaire en fonction des facteurs de risque et de la survenue d'une pneumonie. Et donc, ils nous montrent que quand on est une femme de 72 ans, qu'on est hypertendu et qu'on a fumé et qu'on a fait une pneumopathie, on est plus à risque de présenter un événement cardiovasculaire que quand on est un homme de 77 ans, hypertendu, fumeur, avec du cholestérol, en surpoids et une maladie rénale chronique. Impressionnant, non ? Donc en fait, peut-être qu'on pourrait voir le fait de faire une infection pulmonaire, peut-être pas comme un facteur de risque cardiovasculaire, mais au moins comme un marqueur de risque cardiovasculaire important qui pèse lourd dans la balance. Pour parler un petit peu plus de population ambulatoire et d'essais cliniques, vous avez cette étude parue en 2021 qui reprend tous les patients de Paradigme et de Paragon. Donc je vous rappelle, Paradigme, c'est FEVG altéré, je compare l'Entresto à un IEC, et Paragon, c'est FEVG préservé, et je compare l'Entresto à un certain. Alors déjà, ce qu'ils ont noté les auteurs, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que donc, 6% des patients de Paradigme ont présenté une pneumopathie dans l'étude, 10% dans l'étude Paragon, la FEVG préservée, c'est 3 fois plus que ce qu'on devrait voir dans la population générale. Donc c'est des patients qui font beaucoup plus de pneumopathie finalement. C'est qui ces patients qui font des pneumopathies dans cette étude ? C'est des patients un petit peu plus âgés que ceux qu'on ne font pas, 3 ans de plus en moyenne. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Ils sont bien sûr plus comorbides, plus volontiers des hommes dans la FE altérée. Je ne vous ai pas montré ce qui les sépare entre ceux qui font une pneumopathie et ceux qui n'en font pas, mais ils ont un DFG plus bas, ils sont plus sévères, plus de comorbidité, des pro-BNP plus élevés, etc. Et qu'est-ce qu'on voit là encore ? C'est que le fait de présenter une pneumopathie va augmenter le risque de mortalité à 3 ans de façon majeure. Vous avez ici, là, je vous parle de la mortalité toute cause. Hein. C'est vraiment le critère, un critère que j'aime bien aussi, qui est pour moi le plus dur et le plus significatif. Quand on ajuste, donc sur de nombreuses choses encore, le traitement reçu, l'âge, le sexe, la NYHL, la FEVG, la pression artérielle, ils ont ajusté sur 1 million de choses. Le fait de faire sa pneumopathie, qu'on ait une FEVG altérée ou préservée, on multiplie par 4 le risque de décès toute cause dans les 3 années qui suivent. En fait, quand on regarde les courbes là, c'est surtout sur les 3 mois qui suivent l'événement que la courbe est particulièrement raide, mais malgré tout, on a un effet qui va perdurer jusqu'à 1,5 à 2 fois plus sur la 3e année, quoi. Donc finalement, peut-être que de faire une pneumopathie, c'est un peu comme un tournant dans la pathologie insuffisance cardiaque. On se dit, mon insuffisant cardiaque, je le suis, mince, il est passé en FA, c'est un tournant, on voit qu'il évolue, etc. Mais en fait, peut-être que le fait qu'il présente une pneumopathie, c'est aussi un gros tournant dans sa pathologie et qu'il faut se poser des questions. En tout cas, ça doit être un gros drapeau rouge qui s'agite. Personnellement, c'est pas du tout un antécédent que je note quand j'interroge mon patient, est-ce que vous avez déjà fait une pneumopathie ? Ou quand il m'en parle, ça me passe un peu au-dessus. Aujourd'hui, je pense que ce sera différent pour moi.
donc multiplication par 4 du risque de décès. On descend une marge qu'on ne remonte pas tout à fait, et le risque de décès à court, moyen et long terme est nettement augmenté. Il n'y a pas que la pneumopathie dans la vie. Ces mêmes auteurs ont regardé un petit peu aussi les infections urinaires, et on va être un petit peu sur le même topo, c'est-à-dire que déjà 4% des patients de paradigme, 4,7 ont fait une infection urinaire, c'est 12% des patients de paragon, donc l'AFE préservé, et là par contre, bien sûr, c'est plus volontiers des femmes d'un certain âge, etc., comme on pouvait s'y attendre. Et là, on augmente par 2 son risque de mortalité, toute cause, à 3 ans. Donc le fait de présenter une hospitalisation pour insuffisance cardiaque avec une infection urinaire, x2 mon risque de mortalité, toute cause, à 3 ans. Voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'avais appréhendé avant personnellement. Donc là encore, ça met en lumière le fait que les infections ne sont pas du tout à prendre à la légère. Alors, quel rationnel on met derrière tout ça ? Certains disent qu'il y a peut-être de l'inflammation systémique qui perdure dans le temps, de la dysfonction endothéliale, enfin voilà, tout ça, c'est pas encore très clair, évidemment. Alors du coup, est-ce que le fait de traiter mes patients correctement pour l'insuffisance cardiaque va faire qu'ils feront moins d'infections, puisqu'on a vu que c'est des patients qui font quand même plus d'infections que les autres. Pour cette étude-là, avec Paradigme et Paragon, ils ont regardé, en fait, le fait de prendre de l'Entresto ne protège pas du risque de pneumopathie. Pas dans cette étude, en tout cas, ça n'a pas été mis en évidence. On a une donnée sur l'empagliflozine avec cette étude post-hoc de Emperor Preserved. Donc Emperor Preserved, c'est presque 6000 patients qui ont une FEVG préservée ou modérément réduite, et donc empagliflozine versus placebo. Alors, ils ont regardé tous ceux qui avaient fait une pneumopathie dans Emperor Preserved. Bien sûr, c'est des patients plus âgés, plus volontiers fumeurs, un NT-proBNP plus élevé, là encore. Pas de différence de FEVG par rapport à ceux qui n'ont pas fait de pneumopathie. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les patients qui prennent l'empagliflozine, c'est la courbe rouge en bas, font quand même moins d'événements que ceux qui sont sous placebo. Donc peut-être une petite piste. Alors les auteurs disent, est-ce qu'il y a une baisse de l'inflammation systémique ? Est-ce qu'il y a peut-être un peu moins de congestion pulmonaire, un peu moins de stress oxydatif ? Est-ce que c'est l'état général global du patient qui s'améliore ? En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été retrouvé sur les études de DABA, puisque ça a été aussi regardé, peut-être par un manque de puissance. En tout cas, il y a peu de chances qu'il s'agisse juste de la molécule en passe, c'est probablement plutôt un effet classe qui restera, je pense, à mettre en évidence. Les infections urinaires, là-dessus, ils n'en parlent pas. Alors que c'est vrai que ça aurait été intéressant, enfin ils n'en parlent pas, en tout cas pas pour cet effet protecteur, puisqu'on s'imagine plutôt l'inverse. Ouais. C'est ça. Je vais vous faire encore 2-3 petites slides sur grippe et Covid, parce que ce sont des choses, j'imagine, auxquelles vous avez été confrontés. Sur la grippe, il y a pas mal d'études observationnelles sur le sujet. J'ai choisi de vous présenter cette étude américaine, un gros registre national, plus de 8 millions d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque, 54 500 qui ont une grippe concomitante, et puis on regarde ce qui leur arrive. Donc vous avez en bleu, j'ai la grippe, en orange, pas de grippe, et on regarde ce qui leur arrive. Donc vous voyez que les barres bleues, c'est les patients qui ont la grippe, ont plus de mortalité intra-hospitalière, c'est la première barre, plus d'insuffisance respiratoire aiguë, plus d'insuffisance respiratoire aiguë qui va nécessiter une ventilation mécanique, plus d'insuffisance rénale aiguë, plus d'insuffisance rénale aiguë qui nécessite de la dialyse. Donc la grippe, c'est un facteur prédictif de mortalité intra-hospitalière chez l'insuffisant cardiaque et d'effets secondaires quand même graves et de sources d'hospitalisation prolongée. Le Covid maintenant, donc beaucoup d'études parues en 2020 sur le sujet, quand c'était la pleine explosion dans ce domaine. Une étude, je vais vous présenter deux études assez rapidement. Une étude américaine ici qui inclut plus de 6000 patients admis pour Covid à l'hôpital. Pas d'insuffisance cardiaque aiguë à la phase initiale, en tout cas pas spécialement. Ils regardent juste si le patient a un antécédent d'insuffisance cardiaque versus ceux qui n'en ont pas. Eh bien, donc c'était un peu moins de femmes que d'hommes, 45% de femmes. Et donc les patients qui avaient de l'insuffisance cardiaque, bien sûr, étaient quand même plus âgés, plus comorbides, encore une fois, recevaient plus de traitements. Mais toujours est-il que leur mortalité est de 40% contre environ 25% quand on n'a pas d'histoire d'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas de corrélation avec la FEVG, même si on voit la courbe en rouge, c'est amusant, c'est les modérément réduits, ils ont l'air de s'en sortir un tout petit peu mieux que les autres. Et qu'est-ce qu'on a ? Donc plus d'admissions en soins intensifs chez ces patients qui ont une histoire d'insuffisance cardiaque, plus d'intubation et plus de mortalité intra-hospitalière, le tout étant significatif à chaque fois. Une autre étude que je trouvais vraiment intéressante, une étude espagnole, cette fois madrilène, plus de 3000 patients admis consécutivement pour un Covid, confirmé par PCR. Ils les suivent pendant 30 jours.
Et regarde ce qui se passe. Donc c'était 62 ans d'âge moyen, assez jeune quand même, 54% d'hommes. Il y avait 20% de mortalité totale sur les 60 jours moyens de suivi chez ces patients. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, oui, la définition de l'insuffisance cardiaque chez eux, c'était j'ai déjà fait une décompensation cardiaque par le passé ou j'ai une AFE connue inférieure à 40. Et donc ces patients-là, presque 50% de mortalité contre presque 20% de mortalité pour les autres. Je trouve ça énorme. Ouais, oui, ouais, après je pense que c'était un peu la pleine phase. Déjà, effectivement, c'est beaucoup. C'était 2020, voilà, effectivement. Et l'élément qui me fait vous présenter cette étude, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont regardé, ok, chez les insuffisants cardiaques, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait tout un sujet autour des traitements d'insuffisance cardiaque sur le Covid. Et donc il y a plusieurs patients insuffisants cardiaques qui se sont vus arrêter leur ARA2, leur IEC, leur ARM et leur bêta-bloquant. Donc ils ont regardé les insuffisants cardiaques à qui on arrête les traitements versus ceux à qui on les maintient pendant l'hospitalisation pour Covid. Donc ceux à qui on arrête les traitements, c'est la courbe en rouge que vous voyez là. Et ben en fait, ça grève nettement le pronostic. Le fait de leur arrêter leur traitement pendant l'hospitalisation, ils ont une mortalité intra-hospitalière qui est bien plus importante. Non, j'ai pas. Donc, en conclusion, les infections, je vais surtout parler d'infections pulmonaires, elles sont fréquentes chez les insuffisants cardiaques, elles sont graves, elles grèvent leur pronostic à court et long terme. Je pense qu'il faut vraiment voir la pneumopathie comme un tournant finalement dans la pathologie insuffisance cardiaque. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur les moyens de les prévenir avec la vaccination, peut-être une piste avec les glyphosines. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte d'échanger aussi sur la façon de gérer les vaccins, de savoir si le patient est vacciné ou pas. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Voilà, j'ai terminé. Des questions? Justement, il y a le professeur Zussman qui s'en occupe beaucoup sur Bordeaux. Et elle fait une étude, elle fait beaucoup aussi d'infarctus. Et elle cherche des candidats, des patients qui ont à la fin du BPCO pour leur donner un traitement préventif avec BPCO. En fait. Traiter au mieux la BPCO pour voir si ça a un impact sur la diminution de l'infarctus. Donc elle a tout un protocole qui est un traitement préventif antibiotique Non, de la BPCO, équilibrer au mieux la BPCO pour voir si ça va diminuer la mortalité. Mais elle est plus focalisée coronaire que. Pour dire les pneumologues. Moi j'aurais juste, puisque vous avez bien lu toutes ces études, et ce caractère spectaculaire, ce x4, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur la rigueur qui a été appliquée pour affirmer le diagnostic? Ouais. Alors, effectivement, c'est un sujet qu'ils discutent à chaque fois dans leurs discussions et qui, je pense, doit être souvent remis en cause. Donc, on est sur du registre en général, sur de l'observationnel, et donc, du coup, évidemment, c'est la discrétion de la personne qui a soigné le patient. Par contre, il y a pas mal d'études, alors je ne me rappelle plus exactement lesquelles, qui, quand il y avait un doute sur est-ce qu'il est hospitalisé pour une décompensation cardiaque ou une pneumopathie, ou peut-être les deux, on ne sait pas trop, des fois, ils les enlèvent. Voilà ce que je peux vous dire. Mais du coup, c'est sûr que ça... Donc, voilà, on ne peut pas exclure qu'il y a eu des faux diagnostics. La proportion de ces insuffisances, de ces infections pulmonaires, sont en fait des décompensations sans rigueur. Ils faisaient quand même tout pour éviter ce biais. Et en fait, certaines de ces études observationnelles disent qu'il fallait une image radiologique quand même. Enfin, il y a quand même des éléments qui permettaient un peu de cadrer le diagnostic. Mais on est quand même sur du rétrospectif en général et observationnel. Il y a une pièce qu'on ne capte pas dans ce puzzle, infection respiratoire, insuffisance cardiaque, c'est la prévalence de la maladie respiratoire aussi. Oui, exact. Qui est la deuxième comorbidité la plus grave chez nos patients en insuffisance cardiaque, après la maladie rénale, qui est fréquente. 20-25% des insuffisants cardiaques ont une BPCO, souvent pas diagnostiquée, pas prise en charge, et qui aggrave encore plus le pronostic. C'est clair. D'autant qu'ils vont faire plus d'infections pulmonaires aussi et que c'est un spectre qui se croise. Quoi. Donc la mortalité toute cause, c'est ça, la oui, mortalité en effet. Et la mortalité autre liée à la pathologie respiratoire. Tout à fait. Peut-être sur ce sujet-là, dans les appels à réfléchir ensemble qu'a lancé Pierre ce matin, aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on trace ces patients-là, c'est-à-dire nos BPCO chez les insuffisants cardiaques, et on a une vraie difficulté dans la région d'accès aux pneumologues en ce moment, en termes de diagnostic. Donc je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur nos patients qui décompensent. Effectivement, ceux qui ont décompensé pour une cause respiratoire infectieuse, ça sera d'aller voir rapidement après. Je pense que c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser tout ce qu'on a ailleurs. Beaucoup de nos patients font de la réadaptation, donc ils ont des épreuves d'effort à VO2, donc regardons leurs EFR. On en a quand même beaucoup pour des raisons X ou Y
qui ont leur scanner pupillonaire, donc regardons s'il n'y a pas d'emphysème. Je crois que collectivement, il faut peut-être qu'on se mobilise là-dessus et qu'on trouve des shortcuts pour que ces gens-là soient pris finalement sur les deux plans. Voilà, c'est une des idées communes qu'on peut peut-être essayer de travailler. Entièrement. 50% des cardiaques sont des malades pneumologiques, 50% des cardiaques. Moi, je fais de